Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour un nouveau numéro du Mutafukast, le podcast qui revient sur l'ensemble de la grande saga Mutafukast de Run. Et aujourd'hui c'est un épisode un petit peu spécial puisque au contraire de tous les autres épisodes de ce podcast, Run ne sera pas là-dedans. Puisque en fait la thématique c'est puisqu'on parle beaucoup de Mutafukast avec son auteur et en fait m'est venue l'idée à un moment d'essayer de comprendre aussi un petit peu l'impact qu'a pu avoir cette bande dessinée auprès des gens qui ont pu la lire et qui travaillent de plus ou moins proche de Run au label 619. Donc de toute façon vous avez vu l'intitulé de cet épisode spécial, ça s'appelle Mutafukast vu par le label 619, où voilà au cours des dernières semaines je suis allé à la rencontre de pas mal d'auteurs que j'ai pu rencontrer en vrai au fil de certains événements, dont le FIBD, et sinon des personnes que je suis aussi allé chercher en ligne avec toujours cette même question, simplement de savoir quel a été leur premier contact avec la BD et qu'est-ce que ça a pu changer parfois pour eux ou simplement qu'est-ce qu'ils pensent que ça a pu apporter dans le paysage de la bande dessinée. Alors vous allez voir qu'il y a des idées qui reviennent quelquefois, plusieurs idées même qui reviennent en fait, ce qui est assez... c'est peut-être logique au vu de la proximité peut-être des uns et des autres, mais je trouve que c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. J'espère que c'est pas trop répétitif, mais en tout cas voilà, il y a une douzaine de personnes, une douzaine d'invités qui seront là pour faire un petit peu un témoignage. Puis voilà, je trouve que c'est un épisode bonus qui mérite en fait voilà d'avoir d'autres points de vue et d'explorer voilà Mutafukast d'une autre façon. Donc voilà, les pastilles vont s'enchaîner assez rapidement. Et je vous souhaite une très très bonne écoute. Donc là présentement je suis avec Florent Maudou. Salut Arnaud. Auteur et dessinateur de l'univers Freak Squill et co-directeur du label 119 maintenant aussi depuis quelques années. Salut Florent déjà, donc merci d'être avec nous. Je vais te poser la même question que je pose à tous les autres de toute façon. Ça a été quoi ton premier contact avec Mutafukast? Alors le premier contact avec Mutafukast ça a été ce contact en librairie où je le feuillette, mais... T'avais quel âge? J'étais déjà bien âgé, j'avais 27 ans et puis en fait tout le monde parle de cet ovni, mais j'ose pas trop y toucher parce que ça me paraît étrange, tu vois, cette typo graphique, cet univers très 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 riche et j'ai cru que c'était pas pour moi et en fait je rencontre Run. Je sympathise et je me dis tiens avec ce gars on a pas mal de points communs, donc et puis je m'en trouve à lire sa BD et finalement je rentre immédiatement en fait, parce que jusqu'ici je l'avais juste feuilleté, j'avais regardé les dessins, j'avais regardé l'univers graphique qui m'avait semblé pas être le mien, et en réalité avec via les dialogues, ces personnages perdus, cette tendresse pour le côté foireux de l'humanité, je me reprojette complètement dans ces héros sensibles et qui font face à une violence extrême dans l'univers masculin qui est complètement qui est à la fois une caricature et à la fois très vrai sur ce qu'est être un homme dans un monde de fous furieux quoi. Et là je rentre complètement dedans, je surkiffe et puis voilà quoi, c'est ce premier contact avec les 2 premiers tomes de Mutafukast. D'accord. Et t'as été vraiment, alors ensuite t'as jamais lâché l'affaire quoi, après t'as suivi le truc et puis de toute façon en plus après de commencer avec Run, de bosser avec Run, j'ai le nez dedans, il me pose des questions, il me dit tiens qu'est-ce que tu penses de ça, je pense que je vais mettre ce genre de scène, est-ce que tu trouves ça cool, et en fait à chaque fois c'est des idées tellement cool et en plus pas vues quoi. Par exemple chargé avec un camion blindé, une meuf qui accouche en plein milieu d'une émeute, une charge de cavalerie contre des montres religieuses, contre des montres religieuses géantes, c'est des échanges entre potes et si ça devient des images ça devient des images uniques avec un œil extrêmement exigeant. Il y a un truc avec Run, c'est qu'il est extrêmement
frustré par son propre dessin. En réalité, il n'y a pas lieu d'être, mais toujours est-il que du coup, ça le pousse à toujours se dépasser, et ça, c'est génial, quoi. Tu vois, il y en a qui se laissent castrer par leur propre frustration, et alors lui, non, au contraire, ça le pousse à aller plus loin, quoi. Alors le truc qui est rigolo, c'est en plus que toi t'as contribué un petit peu à Motafukas aussi, un petit peu de décor par-ci quand à un moment donné coup de bourre, il faut faire un petit peu de décor, il faut remplir un petit peu Dark Mid City avec des bâtiments sur un fisheye un peu habillé. Il faut faire sur des rendus aussi, ce qu'on appelle le harmony, les trucs japonais de fin d'épisode de série, quand tout se fige mais que c'est un style peint, et comme j'ai un style que je peux avoir un style peinture issu de l'illustration figurine, du coup Ron m'a demandé de lui filer un ou deux coups de main pour le rendu. Et puis aussi ce rapport à l'équitation, il avait besoin de rentrer dans le monde de l'équitation pour comprendre, voir comment on montait, voir comment un cheval se comportait, et j'ai pu lui filer un coup de main parce que voilà, j'ai un rapport privilégié à l'équitation. Et aussi c'est les séances d'écriture sur le film Utah, parfois d'écriture de dialogue où on jouait les scènes pour voir si ça collait, pour voir. Il avait besoin de beaucoup de relecture, pas tant de réécriture, mais d'un œil extérieur pour lui dire, pour qu'il se rende compte lui-même des dialogues, et ça lui permettait d'affiner le truc, quoi. Ok. Et du coup, Motafukas, en 3 mots pour toi aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est devenu pour le paysage de la BD, c'est marrant parce que ça parle d'ovni, et c'est un ovni, et c'est un sacré truc qui nous a permis de coaguler plein de talents différents, parce que en fait Motafukas est très vaste dans ce que ça raconte. Et ouais, aujourd'hui je pense que c'est pas juste un ovni étrange, c'est des extraterrestres qui viennent nous filer la technologie de Maboule, et j'espère qu'on sera digne de l'utiliser. Ok, merci beaucoup Florent. Je t'en prie. Et maintenant, j'ai le plaisir d'être avec Mud, qui est scénariste au sein du label 619. On t'a vu sur plusieurs histoires de l'anthologie Doggy Bags, sur des Doggy Bags one shot aussi, comme Trenchfoot ou Dirty Old Glory. Et puis t'es aussi sur Low Reader. Donc je te pose la même question que j'ai posée à tous tes camarades pour ce podcast. Quel a été ton premier contact avec Motafukas? Alors, honnêtement, ça a été un peu un hasard. Dans le sens où je cherchais des BD, un truc nouveau, en fait, un truc que j'avais pas. Alors, ouais, en librairie, okay. tout simplement, un truc que j'avais pas l'habitude de lire, et du coup j'ai commencé à chercher un peu dans les recoins des rayons, vraiment les trucs où justement on va pas spontanément parce que c'était pas spécialement mis en avant. Et puis je suis tombé sur la couve et c'était cool. Et du coup, je l'ai pris, mais vraiment j'ai même pas tellement, j'ai juste feuilleté le truc et je me suis dit que ça avait l'air cool. C'est le premier truc qui m'est venu à l'esprit. C'est ça. Et c'était la couverture du premier tome. C'était pas l'intégral, c'était juste vraiment le premier. Ah ouais, vraiment. C'est au tout début quand c'était sorti, il y a plus de 10 ans. Ouais. Et puis. Après, quand t'as lu du coup, qu'est-ce que t'en as pensé alors? C'était quoi ton retour? J'ai eu le sentiment que j'avais eu quand je l'avais eu dans les mains, en fait, de lire quelque chose de différent, de nouveau, de frais, quoi. Tu vois, vraiment, il y avait un côté comme ça, d'un monde avec des personnages pareils qui avaient des gueules qu'on n'avait pas l'habitude de voir, avec, un truc frais, tout simplement. Et voilà. Et je pense pas une seconde que, non, je pouvais pas m'imaginer, que je rencontrerais le mec qui est derrière ce truc-là des années après, quoi. Ça, c'est clair. Ouais, tu penses que ça a eu une incidence un petit peu dans ton parcours en tant qu'auteur, dans ta façon de concevoir la bande dessinée? Ouais, forcément. Enfin, je m'y retrouvais dans ce que moi j'aimais bien, dans les influences, dans ce côté
Parce que vous avez quand même un peu une obsession pour les États-Unis aussi, je crois. Voilà, c'est ça. C'est donc on est carrément dedans, quoi. Et ouais, mais je pensais même pas écrire encore à l'époque, même. Voilà, enfin, c'est vraiment juste, c'était kiffant, quoi. C'était cool. D'accord. Mais donc aujourd'hui, vu que maintenant il y a quand même voilà l'arc 2 qui a débuté, tout ça, comment tu vois un peu la position de Mutafukaz dans la bande dessinée, dans la production de bande dessinée en France, de façon générale? Ben, je pense qu'il a toujours sa place, qu'il a toujours des choses à dire, que c'est la même place que quand moi je l'ai découvert, qu'il a toujours le même esprit, la même envie, c'est clair. Je pense aussi la même envie de faire plaisir et de faire un truc à la fois de s'éclater, mais aussi que les gens s'éclatent. Enfin, quand on voit tous les détails, les petits clins d'œil, les trucs. Enfin, une même planche, une planche de run, faut la regarder presque à la loupe, quoi. Il y a partout des petits trucs, des petits clins d'œil, voilà, il se fait plaisir en le faisant et on se fait plaisir aussi en se disant tiens, j'ai capté ce truc-là, machin. Les petites références, voilà. les détails. Ok, très bien. Bah, merci beaucoup, Med. Ben, merci à toi. Et dans ce podcast, on est également très très heureux d'accueillir Tony, graphiste, illustrateur freelance qui travaille avec Run depuis de très nombreuses années. Bonjour à toi, Tony. Bonjour Arnaud et bonjour à ceux qui nous écoutent. Écoute Tony, je vais pas faire dans l'originalité, je vais te poser la même question qu'à tous les autres participants de cet épisode. Est-ce que tu peux un peu me raconter ta première rencontre avec la bande dessinée Mutafukaz ? Ouais, alors avec la bande dessinée Mutafukaz, en fait, comme je connais Ron depuis vraiment très très longtemps, même avant, même pendant ses études où je l'ai croisé aux Beaux-Arts de Cambrai, et donc on a commencé aussi à travailler ensemble à Team Schman. J'étais déjà à Team Schman quand il est arrivé, etc. Je lui ai même fait entre guillemets fait passer, enfin c'est un grand mot, un entretien, etc. Il avait ramené ses carnets, etc. Il y avait plein de petits carnets avec ses premiers croquis de Mutafukaz et tout ça. Donc je connais vraiment son univers depuis très longtemps. Ouais. Toi, t'as assisté à la naissance en fait de tout ça. Oui, voilà. Oui, bien sûr. Puisque le trailer Operation Blackhead, il l'a fait à Team Schman. J'étais là, etc. Donc voilà, j'ai vraiment vu vraiment toute l'évolution, etc. Et même pour le premier tome de Mutafukaz, en fait, j'ai participé puisque j'ai fait la partie du rêve. Oui. C'était 3 planches, je crois, voilà, avec mon style très vectoriel, etc. Qui était, c'était à la demande de Ron, évidemment, pour vraiment avoir une cassure graphique, pour différencier vraiment la partie rêve de tout le reste de la BD. D'accord. Ouais. Mais qu'est-ce que tu penses maintenant que ça fait plus de 10 ans que le premier tome est sorti? Qu'est-ce que tu penses que Mutafukaz a pu apporter dans le paysage de la bande dessinée franco-belge? Ouais, je suis pas historien de la bande dessinée. Je pense qu'il a apporté quand même une certaine liberté entre guillemets. Je pense ça se retrouve quand même pas mal dans pas mal d'auteurs ou de lecteurs ou de lecteurs qui aimeraient faire de la BD ou d'auteurs qui sont lancés dans la BD, qui ont vu un peu Mutafukaz et qui se sont dit ouais, on peut faire ça quand même, donc c'est bien. Enfin, c'est plus le format 48 pages avec le format style BD franco-belge, etc. Donc voilà, même si le format Mutafukaz, il me semble que c'était déjà un petit peu le format des Akira, des gros volumes, etc. Il y avait quand même pas mal de pagination, etc. Ron, avec le premier tome de Mutafukaz, il a quand même montré, qu'on pouvait avoir une certaine liberté graphique, etc. Bon, faut pas faire n'importe quoi, faut que ce soit justifié évidemment, mais en tout cas, voilà, je pense que ça a quand même montré à une nouvelle génération d'auteurs qui allaient se lancer dans la bande dessinée qu'il y avait des choses possibles graphiquement, en termes de narration, etc. Même en termes de fabrication, il y a quand même certains trucs qu'on avait, moi que j'avais jamais vu en tout cas. Très bien. Écoute Tony, je te remercie d'avoir pris le temps de répondre à ces petites questions. Merci beaucoup à toi. Pas de problème. J'ai le plaisir d'accueillir également dans cet épisode Ludovic Chenot. Bonjour Ludovic. Bonjour.
Ça va bien? Ça va, ouais. Très bien. Eh bien, je vais te poser la même question que j'ai posée. Et je sais que les gens qui nous écoutent vont dire c'est un peu rébarbatif, ils posent toujours la même question. Mais oui, mais en même temps, c'est le principe. Hein. Voilà, c'est Mutafoukaz vu par le 619. Alors, j'ai envie de te poser cette question. Quelle a été ta première rencontre avec Mutafoukaz? Alors moi, c'est très simple. C'est mon frangin qui m'a fait découvrir ça, qui avait acheté les 2 premiers tomes, je me souviens bien. Je suis venu chez lui par hasard. J'étais assez jeune. Je crois que je me dirigeais même pas vers une carrière BD. Et j'ai découvert ça et vraiment ce personnage viral, enfin qui est Lino. Et je lisais plus beaucoup de bandes dessinées. Je trouvais ça un peu pauvre. Et puis j'étais dans une phase où je préférais faire la fête que lire. Donc voilà. Et du coup, ça m'a remis dedans un truc de ouf de voir que en fait il y a des gens qui se permettent de faire des choses assez folles en France. Voilà. Truc assez simple. Ça, ouais. Grâce à mon frangin, tiens, je le remercie. Et tu disais que ton frangin avait même pas terminé la série au final. Il a même pas qu'il te l'a fait terminé. découvrir. Mais Ouais, c'est ça qui est ouf, ouais. Il a pas terminé, ouais. Du coup, faut que je lui offre. et comment tu vois un petit peu Mutafoukaz aujourd'hui, en fait, dans l'ensemble de l'industrie de la BD française, en fait? Quelle place tu lui portes? Je trouve que ça fait toujours sa petite originalité, quoi. Enfin, vraiment, j'utilise ce mot, hein, vraiment pour ce Mutafoukaz, c'est viral. C'est vraiment, il a réussi, franchement, avec une tête ronde et des 2 yeux blancs, 2 gros yeux blancs, à faire quelque chose de stupéfiant. Enfin, avec intéresser les gens, en fait, à une histoire complètement, enfin, un peu plus, comment on pourrait dire, réaliste, avec un personnage aussi simple, en fait. Et ça, c'est du challenge. Je trouve ça pas mal. Ok, merci beaucoup Ludovic. Merci à toi, Arnaud. Donc là, maintenant, j'ai le plaisir d'être avec Nicolas Ghisalberti, dessinateur, qui a fait Doggy Bags, The One Shot, Trench Foot, par exemple, et qu'on retrouve aussi sur Low Reader. Je te pose la même question qu'à tous les autres invités de ce podcast. Quelle a été ta première rencontre avec Mutafoukaz? Alors, ma première rencontre avec Mutafoukaz, c'était mes années lycée. J'avais un appart en coloc avec 2 potes, et c'est un pote qui avait ramené ça justement à l'appart. Je connaissais pas du tout l'univers, la BD. Pour moi, c'était très franco-belge. Je connaissais les grands classiques du coup, et quand il m'a montré ça, en fait, j'ai vraiment vu. Je savais même pas que c'était français. Quand j'ai dit ça, j'ai dit ça vient d'où? Il m'a dit c'est un truc français, et du coup je me suis vraiment penché dessus, et j'ai clairement vu qu'il y avait un autre univers dans la BD française. Vraiment, j'ai vraiment vu qu'on pouvait s'éclater et aller casser les codes, entre guillemets, vraiment aller autre part avec la BD française. Et c'est à partir de là, vraiment, que j'ai commencé à suivre l'aventure Mutafoukaz, et ensuite le label, quoi. Et tout ce qu'ils ont sorti depuis, quoi. C'est vraiment là qu'il y a eu un tournant. Ensuite, il y a eu le film qui m'a encore plus poussé. kiffé, hein. Ah ouais, j'ai adoré le film. Et depuis, je lâche plus, quoi. Chaque sortie, je suis dessus, je suis au rendez-vous. Qu'est-ce que ça représente alors pour toi dans le paysage de la bande dessinée en France? Pour moi, c'est vraiment le côté fun de la BD. Enfin, fun. C'est un peu facile de dire ça parce qu'il y a beaucoup de profondeur, en fait, hein, mais je sais qu'à chaque fois que je vais en ouvrir une, je vais me poser et je vais passer un bon moment, quel que soit le sujet, quel que soit le dessinateur, quel que soit le scénariste. Je sais que je vais me régaler et passer un bon moment avec cette BD, donc c'est pour ça que je le suis. À chaque fois qu'il y a une sortie, je suis dessus, quoi. Tu penses que ça a eu une influence quelque part dans ta carrière d'artiste, ou même dans ton approche du dessin? Clairement, aussi, c'est très rapidement, j'ai voulu aller vers eux. Alors, j'ai eu de la chance parce que c'est Run qui est venu vers moi. Mais mon objectif, c'était quand même d'aller vers le label pour proposer quelque chose au final, quoi. Et ça a été écourté parce que Run est venu vers moi pour me proposer quelque chose, mais ça a complètement influencé ma manière de voir la BD, en tout cas. Ok. De l'apprendre. Ok, merci beaucoup Nicolas. Avec plaisir. Et là, on est ravis d'accueillir dans ce podcast avec plein d'invités différents. On est avec David Asteda. Salut David. Bonjour. Et de toute façon, je vais pas changer la formule. Hein. Vous commencez à connaître le process de cet épisode spécial du Mutafoukaz. Donc, je te pose la même question, David. Quelle a été ta première rencontre avec Mutafoukaz? Alors, avec Mutafoukaz, je vais faire une réponse en 2 parties. Oui. Il faut juste que vous sachiez une chose. Je connaissais en fait Run parce que c'était un pote de lycée. On était dans la même classe. Et déjà à l'époque, on avait envie de bosser ensemble. Voilà, d'un côté amateur.
On avait fait une histoire sur les Tortues Ninja qui rencontrent le Punisher. Enfin, un truc comme ça. Un truc vraiment très décomplexé de droit d'auteur, on va dire. Voilà, et on s'est perdu de vue après, forcément, en ayant des filiales différentes. Et puis, voilà, quelques années après, moi, je pars dans ma petite carrière à côté et je découvre un jour en librairie le premier volume de Mutafoukaz. Et puis, effectivement, bah, voilà, ça m'attire de loin. Je reconnais pas forcément le style. Et je feuillette. Et puis, il faut savoir qu'à l'époque, même maintenant, je crois que dans les rééditions, il y a toujours les photos de Ron un peu plus jeune, on va dire, avec des couleurs de cheveux passant du vert au bleu. Je sais plus exactement ce qu'il avait comme couleur de cheveux à l'époque. Et donc, je le reconnais. Et pour moi, bah, c'était pas Ron, quoi. C'était Guillaume Renard, son vrai nom. Voilà, on a le droit de le dire hein, parce qu'il l'a mis dans son film. Donc c'est AKA, voilà. Et voilà, je me dis, bah voilà, mais je le connais, c'est Guillaume, donc bah, c'est cool, il a réussi et tout. Et voilà, et moi je me suis dit, bah j'ai mes petites histoires, je vais proposer après. Et donc c'est par ce biais-là, en fait, que j'ai découvert son univers, son nouvel univers, parce que moi je m'étais arrêté à d'autres personnages qu'il avait pu créer à l'époque. Hein. Il dessinait des Dracula, et puis voilà, moi j'ai découvert Mutafoukaz comme ça, un peu par hasard finalement. Sans avoir suivi ce qu'il avait fait avant et bon après là j'ai rattrapé le temps et comme il y avait d'autres volumes qui étaient déjà sortis ben en fait j'ai acheté, je crois qu'il y en avait il y en avait 3 qui étaient sortis à l'époque et du coup voilà j'ai fait un petit combo et j'ai lu ça m'a bien plu et c'est là qu'il m'a décidé finalement de loin à lui écrire pour lui dire hey, je suis là tu te souviens de moi, ouais. J'ai peut-être des petites histoires à te proposer, est-ce que t'en veux et voilà et ça a commencé comme ça donc ma rencontre avec Mutafoukaz est synonyme de retrouvailles avec Ron à ce moment-là pour moi. Ah, c'est chouette. Et tu t'arriveras à dire un petit peu, à ton avis, quelle place ça occupe dans le paysage de la BD francophone? Pour moi, c'était déjà j'avais été attiré en fait par le visuel. Je dis pas que je lisais moins de BD à l'époque, mais effectivement, j'étais un peu centré sur des séries que je connaissais et j'allais pas vraiment découvrir d'autres personnages. Et quand j'ai vu de loin en fait ce premier personnage, voilà, ce personnage iconique parce qu'il a vraiment une tronche voilà, qu'on peut repérer vraiment de loin et je me suis dit bah, tiens c'est marrant et quand j'ai vu que c'était français je me suis dit attends, il se passe quelque chose en fait voilà et bon, après la suite je voulais raconter avant mais je me suis dit voilà il se passe quelque chose dans la BD il y a des gens qui essayent de dynamiter un peu le côté format franco-belge très classique et très attaché à la France et on essaie de partir dans des formats un peu bizarres avec une pagination complètement folle. Voilà, on fait ce qu'on veut finalement et puis il y avait ce rapport aussi avec les États-Unis que j'adore et je me suis dit c'est sympa. Voilà donc et c'est comme ça voilà je me suis dit bon bah allez j'achète tout ça je regarde ce que ça donne et voilà ça a été une sorte de voilà si je veux donner un petit synonyme ou une petite phrase d'accroche, pour moi, ça a été une bouffée d'air dans le domaine de la BD. Ok, super. Merci beaucoup, David. Mais je vous en prie. Et donc maintenant, c'est au tour de Simon Hutt d'être avec nous pour cet épisode spécial. Salut Simon. Salut Arnaud. Je suis vraiment très très content de t'avoir avec nous et que tu puisses participer. Tu as accepté presque sans contrainte, donc franchement, ça me fait vraiment très plaisir. C'est vrai, j'ai presque pas été menacé. C'est ça. Mais merci de m'avoir. Donc je vais faire comme toutes les autres personnes qui viennent dans cet épisode, te demander est-ce que tu peux nous raconter ta première rencontre avec l'univers de Mutafoukaz? Ouais, la première fois que j'ai vu Muta, que j'étais en contact avec les bouquins, en fait c'était, je vais donner plein de détails un peu cryptiques. C'est une boutique à Montpellier qui s'appelait Ikoku, donc qui était une boutique spécialisée manga. Et comme quoi déjà à l'époque on n'arrivait pas à le classer. C'était dans ma boutique manga que j'avais vu la couve du tome 1 en fait. Donc il me semble que c'est après 2006 ou 2007 je crois, un truc comme ça. Évidemment j'ai plus trop les dates en tête, mais c'est dans ce créneau là et moi c'est un truc dès que je l'ai vu évidemment j'ai lu beaucoup de BD à papa quoi, vraiment au sens littéral du terme, où c'était la bibliothèque de mon père et ça fait longtemps que je lisais du manga et que j'avais lâché le franco-belge, en tout cas ce format là un petit peu plus classique. Et quand moi quand j'ai vu la couve en rouge et noir avec le petit bonhomme à tête noire sur le truc, je me suis dit, c'est trop bien. Moi c'est un univers évidemment avec tout ce qui s'est passé depuis, c'est un univers qui m'a vraiment parlé, mais c'était vraiment une claque de voir ça
me dire que je pouvais retourner à lire du cartonné un peu épais, un peu grand, avec des histoires qui me parlaient, de l'action, des aliens, enfin plein de trucs. Où moi j'étais très première lecture, premier degré, donc moi ça m'a tout de suite scotché. Et puis voilà, moi c'était vraiment une fois que j'ai eu le pied dedans, j'ai jamais vraiment lâché le truc jusqu'à bosser chez Ankama après avoir lu le truc, aller présenter mes premières planches à Run, tu vois, quand je suis parti bosser là-bas, à me dire ah ouais, c'est vraiment l'univers qui m'accroche quoi. Donc ça t'a motivé dans ta carrière alors Ouais, complètement. Bah, enfin oui, je veux dire là vraiment mon premier gros projet c'est un spin-off de Muta, donc c'est quand même assez significatif quoi. Et je pense, enfin en tout cas moi j'étais pas parti, j'avais pas en tête de faire autre chose, moi ce genre d'univers urbain urbain alors que je fais du cowboy mais voilà moi ça me parle complètement quoi. Et je sais que c'est une influence pour les prochains projets sur lesquels je vais bosser. Ça l'a été, enfin depuis que je me suis mis à faire de l'anime, du jeu vidéo, c'est toujours un truc. J'avais même fait un petit proto à l'époque avec des potes d'un jeu Muta, genre un peu cracra, mais ouais, c'est clairement une de mes grosses influences artistiques, narratives. Qu'est-ce que tu penses que ça représente un peu Muta dans le paysage de la BD francophone maintenant, en fait, avec ce recul aussi, alors moi je sais pas si j'aurais un avis hyper éclairé parce que je lis pas beaucoup de BD en fait. Ouais, d'accord. Et je suis trop corporate à lire un peu tous les bouquins qui sortent du label pour avoir une vision objective et un peu un panorama. Et je pense que si je suis un peu centré sur quand j'aime bien un truc, voilà, je lis que ça, je fais que ça. Mais en tout cas moi souvent de ce que mes potes ou les gens qui connaissent un petit peu le milieu, les retours c'est ah ouais putain c'est cool, genre Muta c'est vraiment différent, le fait de dire que j'ai bossé sur ça, c'est en fait je vois le déclic dans les gens qui connaissent, tu dis ah ouais. Tu vois que c'est vraiment un pan différent, si tu veux, de ce qui existait avant. Qui a même une marque, enfin, qui a un effet de marque, alors, enfin, un effet de reconnaissance. Ouais. Oui, que ce soit Muta, même le label. Ensuite, c'est pour ceux qui connaissent un peu plus, mais ensuite, et puis c'est en fait qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est quand même assez tranché, et les gens, enfin, je pense que c'est un point de repère, en fait. Encore une fois avec un avis ultra objectif, bien sûr, pas non plus hyper éclairé, mais très bien, super. Et dernière question, est-ce que tu veux demander pardon aux auditeurs pour Burrito? Je vois pas de quoi tu parles. Vraiment, pour ceux qui n'ont pas lu Muta, allez lire Muta 86. Un jour, vous demanderez pardon à tous. Merci, super. En tout cas, merci beaucoup Simon. Merci à toi. Merci à toi Arnaud. J'accueille à présent Baptiste Pagani dans cet épisode spécial du Mutafukast. Vous m'avez peut-être entendu le répéter déjà quelques fois, mais donc vous connaissez le principe depuis le départ. Donc Baptiste, bienvenue à toi, salut. Salut. J'espère que tu vas bien. Merci d'avoir pris le temps de venir participer à ce format. Je vais pas, comme je me répète, je vais pas changer la formule pour chacun des invités de cet épisode. Est-ce que tu peux m'expliquer, Baptiste, quelle a été ta première rencontre avec Mutafukaz ? En deux temps. La première, c'est quand j'étais encore étudiant, où je m'intéressais pas vraiment. Ça venait de sortir Mutafukaz et je m'intéressais pas vraiment à cette série. Je la connaissais pas tant que ça, mais il y a un tome qui m'a marqué que j'avais vu chez un pote et que, du coup j'avais acheté. C'est le tome 0 qui s'appelle It Came From The Moon, je crois, où ça m'avait marqué. J'avais dit qu'est-ce que c'est que ce truc en noir et blanc avec des nazis qui font du catch et tout. J'avais trouvé ça assez dingue, assez très libre et très marquant. C'était vraiment le coup de poing. Et puis ensuite, ça s'est fait quand j'ai commencé à travailler au label avec Doggy Bags, etc. Où là, je me suis dit, tiens, j'ai jamais lu Mutafukaz, il faut que je lise. Donc ça s'est vraiment fait bien plus d'une dizaine d'années après, je pense. Et ouais, j'ai dévoré tout ça, dévoré tout le premier arc, plus les spin-offs, Puta Madre, Loba. Donc voilà, ça s'est fait véritablement en deux temps, et le temps de découvrir un petit peu tout cet univers, et puis de travailler ça s'est fait en même temps que je travaillais avec Run au final sur et Doggy Bags dans un premier temps, puis ensuite surtout Golden Pass où ça a été mon éditeur, et voilà, j'ai découvert à peu près comment il travaillait, comment il écrivait, comment il comment il se documentait beaucoup sur les choses et tout. Donc c'est vraiment toute cette méthode de travail moi qui m'a beaucoup plu.
et que j'ai retrouvé ensuite dans Muta. Très bien. Et est-ce que tu peux me dire un peu pour toi, qu'est-ce que ça peut représenter Mutafukas dans la bande dessinée francophone? Toujours pareil en 2 temps. La première fois que je suis tombé sur It Came From The Moon, que j'avais lu en entier pour le coup, ça m'a fait un petit peu la même claque que quand je parle je rabâche souvent en interview que la personne qui m'a le plus inspiré, c'est Merwan Chaban avec Fausse Garde. Ça m'a fait la même chose dans le sens où je me suis dit, tiens, j'ai envie de faire de la BD parce qu'on peut faire ça en franco-belge. Ah, c'est permis de faire ça en franco-belge. C'est-à-dire, c'est tellement nouveau, c'est tellement hybride, c'est tellement, il y a plus de limites, etc. Encore une fois, là, tout ce truc en noir et blanc avec du catch, etc. Moi, à l'époque, en plus étudiant, je travaillais sur un jeu vidéo de catch féminin et tout. J'adorais le côté un peu baston, le côté tout ça. Donc, il y a eu déjà cette première claque où je me suis dit, tiens, c'est possible de faire ça. Il y a des gens qui font ça maintenant, qui ont les mêmes influences et comics et mangas, tout ça. Et la seconde, c'était à la lecture un peu complète pendant que je travaillais avec Ron, où j'ai eu la révélation un petit peu de me dire comment toute cette documentation, écrire, faire passer énormément d'idées dans un truc pop, des idées très souvent, Mutafukas, il y a plein de choses, et morales et politiques, etc. dedans, mais cachées dans un truc très très pop dessus. Et j'ai adoré cette manière de traiter en fait la narration, où on a toute une part de choses qui nous inquiètent, de fantasmes, d'angoisse, de trucs comme ça, et de les traiter avec les aventures des personnages, tout en faire tout un petit parallèle entre les deux. Donc pour moi Mutafukas, ça a été très très formateur à ce niveau-là sur la méthode de travail, et de se dire, tiens, on peut écrire comme ça, on peut faire comme ça, on peut allier discours profond et engagé entre guillemets et culture pop. On peut véritablement parler et de politique et de politique, de religion, de choses comme ça, tout en mélangeant des aliens, des Godzilla et du catch. C'est vraiment un indo auquel je tiens, ça. Et voilà. Et tout en continuant après avec les spin-offs, en plus, tout ce côté un peu multiverse de Mutafukas, avec Loba Loca, que j'apprécie vraiment énormément sur le côté, les personnages qui continuent à vivre leurs histoires, ce que ça raconte, voilà, beaucoup de choses. Donc moi, ça a apporté vraiment beaucoup, et je trouve que ça continue à apporter énormément au paysage culturel BD actuel. Ok, merci beaucoup Baptiste. Merci à toi Arnaud. C'est au tour de Guillaume Singelin, aka Blacky, de venir dans ce podcast, dans ce numéro spécial du Mutafukast. Bonjour Guillaume. Salut Arnaud. Et j'espère que tu vas bien. Merci d'avoir répondu présent à cette invitation, comme avec plaisir. Tous les autres invités de ce podcast. Alors on va pas forcément faire très original par rapport aux autres invités. Tout simplement, Guillaume, j'aimerais que tu me dises un petit peu quelle a été ta première rencontre, ton premier contact avec Mutafukast. Moi j'ai découvert Mutafukas il y a un bon moment, parce que j'ai découvert via le premier court-métrage que Ron avait fait qui s'appelait Opération Blackhead. Et ouais, c'était mon premier contact. Après je m'étais pas forcément plus renseigné sur qui était le créateur. Enfin, moi j'avais vraiment regardé ça comme un ado sur internet. Et des années plus tard, je vois un bouquin en librairie et je fais ouais, mais ça me rappelle ce que j'avais vu, et j'ai commencé à lire, et en fait j'ai continué la série. Ça m'a vraiment marqué. Moi j'étais beaucoup dans la lecture de manga, et je lisais les mangas et Hellboy. Voilà, c'était mes deux trucs, et en fait il était rangé à côté de Hellboy à la Fnac à l'époque, et donc j'ai suivi ça. Et voilà, après au fur et à mesure de mon avancée, de mon travail, j'ai commencé à rencontrer des gens qui connaissaient Ron de loin, de près et tout, et puis jusqu'à un jour où en fait quelqu'un qui bossait avec lui, Jonathan Garnier, me contacte, me met en contact avec Ron, et Ron me propose de faire un petit stage d'étudiant pour bosser sur le tome 0, sur le trailer du tome 0. Ah, donc t'étais tout jeune. Ouais, c'était début de l'école, quoi. Et donc en fait, c'est par Mutafukas que t'as vraiment eu une première expérience professionnelle presque? Non, en fait, avant de rencontrer Ron, j'avais déjà commencé à bosser avec Casterman, enfin la coalition Caster, sur King David. Ouais. Et en fait c'est un peu mixé. J'avais fait 2 bouquins chez Caster, et j'étais aussi en contact avec Ron. J'avais fait 2 fois du coup des stages de fin d'année chez Ankama, et voilà, c'était un peu mixé, mais bon, c'était ma grosse
En tout cas, c'était ta porte d'entrée au label 619. Alors, vraiment. Donc, on peut quand même dire que Mutafukaze a eu un impact quelque part sur une partie de ta carrière. Ouais. Très bien. Et comment tu vois en fait Mutafukaze dans le paysage de la BD francophone? Qu'est-ce qui fait aujourd'hui, plus de 10 ans après, qu'est-ce qui fait que Mutafukaze est si particulier? Je pense que à l'époque, c'était vraiment très unique, à la fois par son format, par les thèmes abordés et le mix de visuel, de graphisme, d'influence. Et je pense que c'est ce qui a sûrement parlé à beaucoup de gens, dont moi, de ce côté très métissé. Et nous, on est une génération qui ont grandi avec les comics, le manga, le franco-belge, le cinéma US, HK et tout. Et en fait, il y avait un peu de tout ça dans Mutafukaze. Donc, je pense que ça a vraiment... ça l'a rendu vraiment unique et très original à une époque. Et je trouve qu'aujourd'hui, ça le reste encore, même si maintenant on sent là depuis 4-5 ans peut-être, une nouvelle génération qui s'est nourrie de ça et qui commence vraiment à développer ce côté très métissé de la BD, quoi. En plus, toi, tu as pu participer intégralement à cette aventure avec Lobaloka. Ouais, complètement. Ouais, c'était super chouette de pouvoir mettre ma petite pierre à l'édifice de l'univers. Moi, je sais qu'à l'époque, j'avais rencontré Ravchan qui bossait pour le label sur The Baser. Et elle m'avait dit, genre, ouais, tout, il y a Run qui un jour aimerait développer un truc qui se passerait à Vegas autour de Mutafukaze avec des zombies et tout. Et moi, ça m'avait inspiré, tu vois. Et du coup, j'avais commencé à faire des petits dessins, genre en mode zombie outbreak à Vegas, mais c'était vraiment pas pour me faire éditer, hein, tu vois. C'est juste que je trouvais l'idée marrante. Et c'est vrai qu'en fait, j'ai été vachement inspiré par son travail. Et du coup, le fait de plusieurs années plus tard de vraiment participer à l'univers de Mutafukaze de manière officielle, ça a été c'est un petit achievement qui est assez cool. Super, merci beaucoup Guillaume. Merci à toi. J'ai le plaisir maintenant d'accueillir un certain Mathieu Bablet avec nous. Bonjour Mathieu. Hello. Je suis vraiment très content d'avoir réussi à te séquestrer lors de ton passage au FIBD, puisque voilà, tous les segments de ce podcast sont enregistrés dès que je le pouvais, dès qu'il était possible de mettre la main sur vous. Et donc, bienvenue. Et je vais te poser la même question qu'à tous tes petits camarades avant ou après toi. C'est, j'ai envie que tu me racontes ta première rencontre avec Mutafukaze. Ouais, et alors je pense que mon expérience va se rapprocher un peu de celle de Blacky, et c'est là où on voit un peu qu'il y a une espèce de bon générationnel entre Run et nous. Parce que moi j'ai découvert du coup Mutafukaze 1 en études quand j'étais en école d'art, et en fait alors pour spoiler un peu, mais ça a été vraiment un game changer, quoi. C'est-à-dire, moi je suis arrivé en école d'art avec la volonté et l'envie de faire de la bande dessinée, mais j'avais des goûts très très classique, et c'est en ça que c'est bien les écoles d'art, c'est que ça t'ouvre à plein de nouveaux horizons, et c'est là où j'ai découvert du Mignola, j'ai découvert du Tsutomu-Nihei, enfin des influences qui m'accompagnent encore aujourd'hui. Et un pote un jour a ramené Mutafukaze tome 1 qui venait de sortir, et on a complètement débloqué. Parce que ça existait pas, en fait. C'était pas un format qu'on avait vu, a fortiori en France. Et moi, je sais que j'ai pas compris, en fait, ce qui m'arrivait. Moi, je me destinais à faire de la BD 48 pages format classique, et ça m'allait très bien parce que je savais pas qu'il y avait d'autres possibilités. Et là, en fait, tu tombes sur un tome où tu es en train de lire une BD, et puis à un moment, il y a Vince et Angelino, il faut qu'ils retournent dans leur quartier, mais il faut qu'ils se planquent un peu. Alors du coup, tu as une page où tu as un petit Vince et un petit Angelino de dessinée, et puis tu as en faussement prédécoupé des petits costumes à leur mettre dessus pour les planquer, qui sont en mode camouflage et qui se fassent pas voir. Et on n'était plus dans de la BD, mais on était encore dans de la BD, et voilà, il y avait un nouveau langage qui était en train d'être créé, et on savait pas d'où ça venait, on n'avait pas de référence antérieure, et donc voilà, moi c'est ça mon premier contact, et ouais, j'ai trouvé ça fou. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. C'est-à-dire, exit le format classique 48 pages cartonné, mais simplement faire du roman graphique, faire ce que j'ai envie de faire, et sans me soucier de la forme, de la finalité, du côté très normé qu'on a d'habitude en bande dessinée. Et ça a été mon objectif principal, de telle sorte que du coup 2 ans plus tard, quand j'ai fini mon école d'art appliqué, j'ai commencé à préparer mon dossier Label Mort pour les éditeurs, et je l'ai envoyé spécifiquement à Run et au Label 619. C'est-à-dire, je savais que si ça marchait pas, j'irais voir d'autres éditeurs, et tant pis, mais en fait c'est avec eux que je voulais travailler, quoi. Enfin, ça me paraissait évident.
D'accord. Et quel est pour toi aujourd'hui, avec le recul maintenant, quelle place ça occupe en fait Mutafukaze dans le domaine de la bande dessinée en France? C'est un peu particulier parce que finalement, c'est en étant le premier, c'est un peu la pierre fondatrice, à mon sens, de ce qui est devenu une partie de la bande dessinée aujourd'hui, parce qu'on voit que le roman graphique et les paginations libres, c'est monnaie courante. Enfin, c'est même ce qui est plébiscité par le public et même par les institutions, parce que c'est ce qui gagne souvent des prix à Angoulême. Et en fait, à mon sens, voilà, sans non plus poser des cierges au pied de Run, mais enfin ça vient de lui. Alors ça vient de lui, ça vient aussi de Didier Borg qui a créé la collection KSTR à la même époque. Enfin voilà, où il y avait une volonté de briser un petit peu le format initial à la confluence du comics, de la franco-belge et du manga. Mais voilà, c'est cet instant précis, ils l'ont créé, Run l'a créé, et ça a essaimé jusqu'à aujourd'hui où ça paraît naturel à tout le monde. Et alors que ouais, il a fallu le faire, il a fallu un moment qu'il y ait quelqu'un qui se dise je vais suivre mes envies avant d'essayer de rentrer dans le cadre. Ça, c'est quand même dingue. Ok, merci beaucoup Mathieu d'avoir été avec nous. Bon, et dans ce podcast aussi, on ne pouvait évidemment pas se passer de Yuck, grand collègue et compère de Run depuis de très nombreuses années. Salut Yuck, tu vas bien? Hello, ouais, ça va bien. Je suis vraiment très content d'avoir réussi quand même à te dégoter quelques minutes pour te faire participer à cet épisode. Donc on va pas faire d'originalité comme avec toutes les autres personnes qui sont passées. L'idée, c'est de savoir un petit peu quelle a été ta rencontre avec Mutafukaze, la BD. Mais toi, c'est particulier parce que tu as vraiment vécu la naissance du projet avant même que ce soit une BD. Ouais, c'est vrai. C'était quand Run avait tous ses carnets, parce j'ai commencé à taffer à Tim Schman, la boîte où était Run, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et du coup, il avait tous ces petits carnets de petits comics qui dessinaient à l'encre de Mutafukaze, mais c'était pas encore ce qu'allait devenir Mutafukaze. Il y avait donc Angelino et Vince, mais c'était absolument pas dans une optique au départ de faire automatiquement une BD qui allait être publiée, mais en tout cas, il développait son univers à fond. Et d'ailleurs, on a travaillé sur le pilote de Mutafukaze, Opération Blackhead, avant qu'il ne sorte le premier tome chez Ankama. Donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, et c'était cool parce qu'il avait je me disais trop bien, il aime bien les catcheurs mexicains, les vieux films de monstres. Enfin, il y avait plein de choses qui faisaient que dans les refs, on était plutôt raccord, et je disais cool. Donc ouais, c'était un univers qui te parlait en fait aussi. Ouais, c'était des rêves communs, des choses que automatiquement ça me parlait. Je me suis dit il est cool, c'est bien. Et puis bon, on a travaillé ensemble, et voilà. Puis plus tard, il a sorti quand on a arrêté de travailler à Tim Schman, quand ça a fermé, chacun est parti un peu de son côté. Il a fait sa BD sans relâche, son tome 1. Juste après être parti de Tim Schman, et puis après il m'a rappelé, mais quand son tome 1 était déjà et c'était vraiment super de voir comment ça avait évolué, comment il avait développé encore plus son univers. Ouais, qu'est-ce que ça t'a fait du coup quand tu l'as lu, j'imagine, quand t'as retrouvé ces personnages de carnet de croquis mais dans un vrai album de BD dispo en librairie et tout ça. C'était il avait c'est ça qui est bien, c'est qu'on peut voir les différentes évolutions, et effectivement quand j'ai vu déjà c'était pas une BD de 42 pages. Donc déjà c'était déjà il y avait beaucoup de choses, ça veut dire il y avait aussi bien le format, le nombre de pages, de comment c'était les ruptures graphiques, il y avait plein de choses de tout ce qu'il fait, et qui était utilisé dans d'autres dans ce qu'il faisait avant, mais là il a pu vraiment passer du temps et tout mettre ce qu'il avait en lui, tout ce qu'il avait accumulé et ses envies, et du coup c'était super cool et agréable de voir où c'était arrivé, parce qu'il avait en plus comme chaque fois super évolué d'un point de vue graphique, en narration, plein de choses, et à chaque tome ça a été ça, c'est chaque fois une super amélioration de x2, avec que ça soit d'un point de vue graphique ou de scénar, voilà quoi. Donc c'était vraiment cool de retrouver les persos, et surtout qu'il les avait vraiment étoffés, ça avait vraiment pris c'était plus quelques
quelques petites planches ou des petites illustrations ou ces petits carnets de croquis avec 3-4 cases. Là, il avait développé tout son univers Dark Mid City, tous les persos qu'il avait déjà, mais bon, qu'il a vraiment. Voilà quoi. Il s'est pas raté sur son tout premier tome. Il avait vraiment. Après, il a beaucoup travaillé quoi. Et donc, c'était vraiment agréable de retrouver ce que j'avais l'impression de connaître déjà, mais d'un coup, c'était nouveau. Parce que beaucoup plus développé et donc puis voilà quoi, c'était une belle découverte ce premier tome de Mutafukaz. Ok. Et avec le recul maintenant, avec toutes les années, qu'est-ce que tu penses un peu de la place de Mutafukaz dans le vaste paysage de la BD franco-belge? C'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que vu qu'il a vraiment mis tous ses ses influences, ses envies et tout, je trouve ça a mis quand même un petit... c'est ce que je te disais par rapport à les ruptures graphiques, le papier, la pagination. On n'était pas sur un 42 pages ou 46 pages que tu lis en 2 secondes, super grand. Là, on avait un format intéressant, une grosse pagination qui faisait un peu... tu sais, comme les paperbacks quand tu achètes tes comics américains et d'un coup t'as tout, tu fais ah ouais cool, je vais passer ça va pas juste être 10 minutes de lecture ou 20 minutes, c'est que tu te mets dans le truc et t'as le temps de kiffer parce que voilà, tu sais que tu vas pouvoir rentrer dans l'univers et bien être dedans. Des ruptures graphiques qui sont vraiment sympas, noir et blanc avec des pantones, avec des papiers différents, que des choses que maintenant tu peux voir un petit peu partout et qui ont été, que tu vois vraiment, voilà, ça fait partie du paysage éditorial français et tout. Mais à l'époque, c'était pas du tout le cas. Ça restait encore assez, petite pagination. Il y avait pas tous. Donc, je trouve que vraiment, ça a été aussi. C'est pour ça aussi qu'il y a d'autres maisons d'édition qui ont commencé à regarder un petit peu. Tiens, qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi cet ovni? C'est le cas de le dire. Et on commençait à se dire, c'est pas mal en fait d'avoir des grosses paginations, d'avoir des choses beaucoup plus graphique aussi, donc je pense que ça a mis un petit milestone par rapport à ce qui allait comment ça évolue, parce que de toute façon la BD ou comme plein d'autres médias, ça évolue, et je pense qu'il a été ça a été beaucoup de boulot pour réussir à le faire publier, à rentrer, mais il a pas été à moitié. Il a vraiment fait bien les choses et il a mis tout ce qu'il avait en lui. Et c'était, de toute façon, il fait toujours ça dans ses projets. Dans chaque projet, il est toujours à fond et c'est pas genre ouais, j'y vais un petit peu, on verra ce que ça donne. Ouais, c'est clair. Il est vraiment en mode army quoi. Il y va et on peut compter sur le fait qu'il va pas faire les choses à moitié et tout. Mais donc oui, je trouve que ça, il y a eu voilà, il a le tout premier tome, mais après même la suite et puis ce qu'il a développé dans 619, ça vraiment, il y a eu un petit avant et un après, même ne serait-ce que pour dans le paysage éditorial français en BD quoi. Ok. Même s'il y a plein d'autres personnes qui font des choses super cool aussi, mais Ron était là en tout cas pour mettre sa patte dedans quoi. Super, très bien. C'est mortel. Merci beaucoup, Yoc, d'avoir donné un petit peu de ton temps pour cet épisode. Merci à toi. Pas de problème, avec plaisir. C'est cool. Et maintenant, alors c'est vrai que dans tout ce podcast, je vous ai dit au départ qu'on était là avec tous les membres possibles, en tout cas que j'ai réussi à séquestrer du label 619. Mais il y a aussi un autre invité que j'avais envie d'avoir dans cette émission, c'est un certain Sullivan Rouault, puisque il y a quand même un historique entre toi et le label 619. Donc déjà salut Sullivan. Salut, mais du coup je suis le seul autre invité à part les gars du label. Ouais, c'est ça, c'est ça. Syndrome de l'imposteur. Non, mais c'est un guest. Mais après voilà, c'est mon podcast, c'est moi qui décide et tout ça, mais c'est vraiment je serais le fanboy de service, alors ok, ça marche. Voilà, parce que voilà, notamment dans le premier logo de Comics Blog, il y avait la tête de Angelino quand même. Ouais. Donc c'est pas anodin. Et enfin, donc, sur le site, ouais. Ouais. Et du coup, ce que je vais faire de toute façon, c'est de poser quand même les mêmes questions qu'à tous les autres invités, c'est de savoir l'histoire de ta rencontre avec Mutafukaz. Alors, c'est une longue histoire, je vais essayer de faire un peu court. Ma rencontre avec le label, faut savoir que je connaissais pas du tout, mais vraiment ni Dave ni d'Adam, ni les mecs, ni leur travail. En fait, quand j'ai créé Comics Blog, je me suis associé à l'époque avec Max Beau, que je salue très fort,
qui avait une petite accointance pour les comics et beaucoup pour le franco-belge et la BD notamment, qui était un peu un de ces mecs précurseurs sur le fait que la BD est en train de s'hybrider et tout ça. Et je suis nul avec les années, mais c'est 2010 à peu près, quoi. Ouais. Entre 2009 et 2011, c'était juste avant qu'on lance Comics Blog. Et donc Max, méga fan, qui notamment envoyait des projets aussi d'édition à Run à l'époque et tout ça. Le contact, on était en recherche de gens qui voulaient bien travailler avec nous entre guillemets au départ. Et puis Run, bon, je l'ai découvert des années plus tard, mais est quelqu'un qui répond beaucoup aux sollicitations quand elles sont sincères et que ça cache du travail et de l'envie et tout. Et donc Max en fait l'avait contacté et parce qu'on voulait faire des petits flyers et tout, et Run nous avait super gentiment donné un dessin inédit, alors qu'il n'avait pas fait pour nous mais qu'il avait jamais montré, du héros de Moutaf, et qui était avec une espèce de doudoune et tout, je m'en souviens très bien, avec un sabre et tout, et le dessin était super kino comme on dit, quoi, tu vois. Il était d'une efficacité imparable, et bon je t'apprends rien, la tête de Lino elle est remarquable, tu vois. Il y a plein de gens qui l'ont dit avant, tu le sais pas, mais il y a plein de gens qui ont dit vraiment que le design du personnage il est intestable, quoi, ce côté un peu emoji, tu vois, inversé et tout, c'est improbable. Et du coup Run nous avait fait ça, et bon moi je les connaissais pas, donc juste je l'avais remercié par mail et tout ça, et puis Run était quelqu'un de très occupé et tout ça, et puis j'avais honnêtement pas le temps de lire ce que les mecs faisaient puisque j'étais dans une boulimie de comics et tout, à 1 an de lancer Comics Blog et tout ça. Et on fait notre premier Angoulême ensemble, donc le Angoulême complètement destroy, on arrive en bagnole, on connaît personne, on sait pas comment ça marche un salon et tout. Et je me souviens, on sort de faire la queue pour une dédicace de Gabriele Dell'Otto chez Panini à l'époque, et Max me dit chez Ankama, je crois qu'il y a des gars, c'est le label 119, il y a un mec qui s'appelle Guillaume Saint-Gelin, il a sorti un truc chez KSTR à l'époque, Casterman du coup, mais la collection jeunesse, qui était d'ailleurs lancée par Louis Delat, qui aujourd'hui est l'éditeur de Rue de Sèvres et donc du label. C'est marrant, je viens de m'en rendre compte. Et il me dit, ce mec-là est trop fort, et puis il y a un mec j'aime trop, parce que Max était du coup je vais me perdre, mais Max il était passionné des objets livres et de l'édition quand elle est bien faite et tout. Et il me disait toujours, ces mecs-là, ils sont trop forts et tout ça. Et donc il me parlait de Yuck aussi, leur graphiste et tout. Et donc en fait, on est allé comme des fans sur le stand de Ankama. Je me souviens, il y avait Davy dont j'étais fan moi à l'époque qui dédicaçait à côté et tout. Et je savais pas du tout pour qui on faisait la queue ou quoi qu'est-ce, quoi. Et en fait, quand on arrive au bout, il y avait Blackie et Run, qui sont les 2 mecs les plus gentils du monde. Et je crois que je peux le dire, Max m'en voudra pas. J'avais jamais vu Max stressé devant quelconque situation, et pourtant on en a vécu des pas mal. Et là, je l'ai vu vraiment se chier dessus, quoi, tu vois. Genre, je voyais que le mec, il était face à ses idoles absolues et tout. Il osait à peine leur parler et tout, et donc c'est moi qui me suis retrouvé, je sais même pas si Run et Blackie s'en souviennent, genre on en a jamais trop reparlé, et je me suis retrouvé du coup à leur parler, parce que je voyais bien qu'il arrivait pas à leur parler, donc il fallait bien que quelqu'un maintienne une discussion pendant qu'on avait un dessin ou quoi, je sais plus d'ailleurs si c'était une dédicace, et en fait je découvre 2 mecs passionnants, hyper gentils, qui parlent super bien de ce qu'ils font et qui m'ont l'air en décalage total avec l'image que moi j'ai du franco-belge à l'époque, et c'est-à-dire à peu près le truc le plus ennuyeux du monde, parce que vraiment à l'époque le franco-belge je n'y connaissais que dalle, peut-être un tout petit peu Lofray et Alex Alice sur Siegfried et Long John Silver, parce que voilà, je m'étais retrouvé un jour à les acheter et tout, mais sinon le franco-belge pour moi ça vendait vraiment rien de bon. Et c'était le lancement de Doggy Bags 1 en fait, et ils étaient là pour le lancement de Doggy Bags 1, donc avec d'ailleurs l'équipe, je crois que c'était Mathieu Bablet, Florent Maudou, Blackie et Run, donc les 4 mecs de la Mother Base, les 4 piliers du label, quoi. Et moi en tant que naïf qui n'a jamais lu leur bouquin et tout, tu vois, je leur dis un peu, donc en fait on avait une relation vraiment de mecs qui se connaissent pas du tout et tout. Et en rentrant, je m'en souviens, on rentrait en bagnole et c'est Max qui a conduit sur le retour, et du coup j'ai lu Doggy Bags sur le retour. Et je me suis dit, qu'est-ce que je suis en train de lire, quoi. Genre, c'est quoi cette tuerie cosmique? C'est quoi cette idée géniale de faire une anthologie avec 3 histoires courtes, bien grim and gritty, bien comics et tout? Parce qu'en plus, comme moi, j'étais dans une espèce de boulimie de comics et tout, toute l'esthétique comics et l'esthétique de l'édition de comics me touchait à mort. Et je vois que ces mecs-là, ils essayaient de faire pareil, et ils faisaient mieux, parce qu'en fait, ils ont toujours été super généreux sur les petits bonus, les petits détails et tout. Et en vrai, je l'ai jamais trop dit à Run, mais c'est lui qui m'a donné envie de devenir éditeur. Parce que c'est lui, avec Doggy Bags, du coup, celui-là en particulier, qui m'a fait comprendre que c'était possible dans l'édition de faire des projets qui sortaient de l'ordinaire et qui surtout étaient des beaux livres et qui n'étaient pas le truc cartonné de base avec un prix unique et machin et tout, enfin, tu vois. Et du coup, après, on rentre à Nantes, et genre 1 mois plus tard, Run venait en dédicace à Nantes.
pour Mutafukas tome 2 ou 3, alors je sais plus du tout parce que je suis vraiment trop nul avec la chronologie. Et en fait, je lis Mutafukas littéralement dans la file d'attente pour aller lui parler avec Max et tout. Et je me souviens, j'avais une galère, j'avais dû partir et au final, j'avais pas pu discuter avec Run ce jour-là. Mais pendant je sais pas, 2-3 ans après, donc pendant que nous on monte Comics Blog en amateur total et avant qu'on se professionnalise et tout, je les voyais se développer au loin. On voit Mathieu qui sort à Drasté. On avait des gars de l'équipe, notamment Alex Lecoq, super fan direct, qui disent putain, il se passe un truc avec ce mec-là, c'est de la folie et tout. Et en fait, c'est ce qui a fait naître entre nous une relation assez désintéressée, entre nous, Art Comics Blog et le label, je veux dire, assez désintéressée, où nous on était ravis de parler de leurs titres. Sans comprendre qu'ils allaient tous devenir des espèces de stars de la BD ou des mecs, tu vois, vraiment très enfin aussi importants que ce qu'ils peuvent être aujourd'hui et qui, ben, c'est simple, hein, le label 619 c'est l'acte le plus important de la BD dans les années 2010 en franco-belge. Rien d'autre n'a laissé plus d'empreintes. Et on parlera même d'eux, je pense, comme d'un métal hurlant dans 30 ans, mais bon, voilà, il faut le temps, il faut laisser le temps au temps et tout. Et en fait, ça, tu vois, petit à petit, Mathieu vient dédicacer à Nantes, on devient potes, commence à passer des soirées ensemble et ça, enfin, tu connais. Et en fait, on découvre des mecs qui sont précieux, qui ont à peu près les mêmes âges que nous, qui ont à peu près les mêmes anxiétés, qui ont à peu près les mêmes inquiétudes sur le monde de l'édition, qui ont à peu près la même approche aussi, tu vois, des choses. Et c'est ouf parce que ça faisait longtemps que j'avais pas pensé à cette rencontre, mais en fait, elle a déclenché énormément de choses parce que pour nous, c'était le premier Angoulême en tant que Comics Blog. On était littéralement 2 dans l'équipe. Enfin, c'était vraiment pas ce que Comics Blog est aujourd'hui du tout. On avait à peine lancé le site. Et je crois que c'était encore même sur la V1, la fameuse V1, celle qui était vraiment dégueulasse. Et en fait, ouais, avec le recul, je me rends compte que au-delà du fait que ce soit devenu des amis et qu'après, effectivement, on est travaillé ensemble sur divers sujets et tout, en fait, ils ont changé ma trajectoire, quoi. Parce que ils m'ont fait croire que c'était possible. Alors, ça fait un peu gnangnan de le dire comme ça, mais c'est réel, hein. Et notamment l'adage, parce que Blacky, que ce soit un petit génie de la BD, on l'avait compris. Notamment, Max m'avait vraiment briefé là-dessus. Et King David chez KSTR, c'est vrai que c'était imparable et tout, et que ça promettait d'un artiste complètement incroyable qui allait naître en France. Et moi, ce qui m'a quand même le plus brusqué, c'est Run et Yuck, pour un côté que les gens connaissent pas forcément beaucoup d'eux, mais c'est 2 entrepreneurs aussi. Parce qu'en fait, même s'ils ont été chez Ankama Édition, ils ont monté une structure quasi une boîte, quoi, au sein d'Ankama, en ne sachant pas du tout comment faire, quoi. Et c'est exactement la même histoire que nous chez Arts, où en fait on se professionnalise, mais personne nous explique comment ça marche. Moi, la TVA, je savais même pas ce que c'était, si tu veux, à l'époque. Enfin, c'était un nom que j'entendais dans des débats à la télé, si tu veux. Et par leur courage, et par leur abnégation, et par tu vois, c'était une époque où ils vendaient moins aussi, tout ça, donc il y avait aussi tout ce discours qui s'accompagnait un peu dans leur communication de bah ouais, bah on le fait, mais ça croutonne un peu et tout. Et moi, ça m'a trop touché. Et en même temps, j'étais pas du tout spécialiste franco-belge ni 619 ou quoi qu'est-ce. Et donc, en fait, on regardait ça de loin. On n'en parlait même pas trop, hein. On parlait dans Trashbag du label 119. Tu sais, à l'époque, on avait un truc qui s'appelait Trashbag où on mettait tout ce qui n'était pas l'actu officielle de la nomenclature du site de l'actu et tout. Ouais, c'est devenu autre chose aujourd'hui. Non, mais... Et voilà. et du coup, c'est trop marrant parce que sans le savoir, en fait, on parlait d'eux parce qu'on avait besoin d'en parler. Et petit à petit, chemin faisant, eux comme nous et tout, on s'est retrouvés à se rapprocher, à vivre des trucs moins cool ensemble, tu vois, et pour Arts et pour eux et machin, et puis après, bah, partir à l'étranger ensemble, tu vois, travailler sur des projets et tout. Et voilà, je profite de l'occasion de ce podcast, car je leur dirai jamais en vrai, car j'y arriverai pas, pour vraiment les remercier, parce que je parle au nom de centaines de personnes, et je le vois même à Angoulême, là, tu vois, à chaque fois les gens, où est-ce qu'ils sont, t'as vu Run, t'as vu Blacky, t'as vu Mathieu, tout ça. Ils ont inspiré des centaines de gens à y croire, et des gens qui auraient pas fait de la BD de quelque manière que ce soit s'ils avaient pas existé, en fait. Et Comics Blog se serait sûrement jamais professionnalisé sans eux. Moi, je serais jamais devenu éditeur. Tu vois, aujourd'hui, Rutsev, ça serait peut-être pas ça leur destin. Enfin, tu vois, parce que il y a eu un espèce d'échange sincère et naturel et tout, quoi. Et c'est des gens qui sont des amis, et en même temps c'est le genre de gens à qui on n'a pas obligé de s'écrire tous les 4 matins et machin, et en plus ils sont tous très différents et on les a rencontrés par des biais différents. Moi, Florent, c'est le dernier que j'ai connu, on s'est découvert en partant à Los Angeles ensemble, tu vois, alors que bah, Modou c'était une star de la BD, enfin tu vois. Et Run, j'avais certaines discussions avec lui qui étaient plus liées justement à l'entrepreneuriat, à comment s'en sortir alors que c'est la merde. Blacky, c'était vraiment plus de l'ordre de comment ça marche de créer une BD, est-ce que vas-y go on fait des trucs ensemble, machin. Mathieu, c'était tout de suite un peu notre chouchou, tu vois, au sein de la rédac, où c'est vrai qu'on a vécu Shangri-La à fond avec lui, Carbone encore plus. Et
Et ces mecs-là, enfin, c'est un honneur vraiment. Hein, je me rends compte aujourd'hui, c'est une chance d'être allé leur parler ce jour-là et que Max ait pris un peu ses coronesses dans ses mains parce que sinon il osait pas. Ouais. Vraiment, il était. Alors que Max, c'est le mec le plus dévergondé que je connaisse, quoi. Et vraiment, sinon il aurait jamais osé. Et c'est parce que je lui ai dit, allez, vas-y, on s'en fout, enfin, tu vois. Et voilà, c'est un honneur d'avoir partagé ces 12 ans, parce que ça devait être 2010, avec eux, et pourvu que ça dure, et je suis trop fier d'eux, et le meilleur est à venir, et je suis tellement heureux qu'ils soient chez Rue de Sèvres aujourd'hui, et voilà, écoute, félicitations à eux, je te dis, c'est l'acte le plus important de la BD dans les années 2010, quoi. C'est bien. C'est très bien. Franchement, je pense qu'on peut pas conclure mieux qu'avec. Parce qu'on raconte le contexte, on enregistre ça derrière un parapet à Angoulême, avec des voitures qui passent et une soirée derrière nous. Peut-être qu'ils ont entendu, peut-être que les gens ont entendu les voitures qui passaient. Le reste, je sais pas. Mais en tout cas, merci beaucoup à toi. Merci Arnaud. Sullivan, merci de me laisser l'occasion d'en parler et bravo à eux encore une fois parce que c'est les putains de meilleurs. Nice. Voilà, c'était la fin de ce podcast spécial. J'espère que c'était agréable à l'écoute pour vous. En tout cas, il y a eu beaucoup de plaisir à aller faire ces petites pastilles à droite à gauche. Je vous rappelle que si vous aimez Mutafoukaz, si vous aimez le Mutafoukaz, si vous aimez aussi le travail que l'on fait avec First Print, il faut le dire tout simplement. Il faut partager les podcasts, parlez-en autour de vous. Il faut vraiment essayer de faire vivre ce genre d'émission. Ça a pris beaucoup de temps, beaucoup de travail, donc c'est vraiment important en fait. Si vous êtes sensible un petit peu à tout ça, d'en parler autour de vous et de partager surtout, qui que vous soyez, auteur, éditeur, que vous travaillez dans le milieu de la BD ou pas. Et puis on vous rappelle qu'au-delà des réseaux sociaux, on a aussi une page Tipeee où vous pouvez apporter une petite contribution financière pour pérenniser le podcast. En tout cas, je vous remercie de nous avoir écoutés. Et on se dit à très bientôt pour la suite du Mutafoukaz, puisque non, ce n'est toujours pas fini. Il y en a encore qui arrivent. À bientôt.